Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième présentation héraldique illustrée. Avant de débuter, je tiens déjà à remercier tous ceux qui m'ont fait part de leur soutien après la première présentation sur le Portugal. Sachez aussi que j'ai essayé d'un petit peu améliorer les choses pour cette deuxième présentation, notamment au niveau du son. J'espère que ce sera mieux cette fois. Et peut-être aussi en essayant de rendre la présentation un peu moins statique. Mais sur ce point, il y aura sûrement encore des progrès à faire. Comme vous le voyez, cette deuxième présentation va porter sur les armoiries et drapeaux bretons. On va essayer de parler un petit peu des origines historiques et parfois légendaires de ces symboles. Donc pour commencer, l'écusson de Bretagne, l'écusson moderne, qui est je pense très connu, qui est d'hermine plein. La question étant maintenant, d'où vient cet écusson? On va voir que les origines de cet écusson sont pour partie historiques et pour partie légendaires. Alors tout d'abord l'histoire. Pour ça, il va nous falloir repartir au XIIIe siècle. En 1212, Pierre de Dreux, dit Mauclerc, qui est le deuxième fils du comte de Dreux, Robert II, épouse Alix de Thouars, qui, par sa mère, est héritière du duché de Bretagne. Alors, pour le contexte historique, il faut savoir que Philippe Auguste, le roi de France, qui est à l'époque en conflit avec le roi d'Angleterre, est particulièrement intéressé par ce mariage qu'il va pousser de tout son pouvoir dans le but de rapprocher le duché de Bretagne de la France. Il faut en effet se souvenir que la maison de Dreux est une branche cadette de la famille royale française. Et en ce sens, Pierre Mauclerc, qui était à l'origine destiné à la carrière ecclésiastique, se retrouve être un outil du roi de France dans sa diplomatie à l'égard de l'Angleterre. D'ailleurs, le surnom Mauclerc, qui signifie mauvais clerc, est certainement un souvenir de cette carrière avortée d'ecclésiastique à laquelle était destiné à l'origine Pierre. Alors, Pierre Mauclerc portait comme armoirie, échiqueté d'or et d'azur, à la bordure de gueule, au franc quartier d'hermine brochant sur le tout. Dans le contexte de ces armoiries, le franc quartier d'hermine est une brisure. Alors, la brisure, c'est la marque que le cadet d'une famille va rajouter sur ses armes de manière à les différencier des armes de son père et de son aîné. En effet, Robert de Dreux, donc le père de Pierre Mauclerc, portait l'échiqueté d'or et d'azur à la bordure de gueule sans le moindre franc quartier. Et pour Pierre, on voit bien que le franc quartier était la manière pour lui de différencier ses armes. Alors maintenant, quelle est l'origine de ce franc quartier? Il y a une raison particulière à ce choix. Alors la légende, et non plus l'histoire cette fois-ci, nous dit que Pierre aurait choisi les armes de son épouse, les armes du duché de Bretagne, comme marque particulière de cadeau. Donc dans cette hypothèse, le franc quartier n'est que la transposition des armes de son épouse. En réalité, l'histoire est probablement tout autre. Tout d'abord parce que le franc quartier d'hermine était une brisure relativement classique à l'époque, tout particulièrement pour des cadets destinés à l'église, ce qui était justement le cas de Pierre. Par ailleurs, et d'un point de vue historique toujours, on ne connaît pas les armes du duché de Bretagne à cette époque, et il est très peu probable qu'il portait à l'époque des armes d'hermine blanc. Alors, pour autant, si les origines des armoiries de Bretagne se trouvent dans les armoiries de Pierre Mauclerc, lui-même ne va jamais régner sur la Bretagne. En effet, le titre ducal breton était transmissible par les femmes, et c'est donc sa femme Alix qui va être duchesse de Bretagne en titre. Pierre sera toutefois régent, sous le titre de baillistre. En 1221, Alix décède, et c'est leur fils, Jean Ier, qui devient le premier duc de Bretagne de la maison de Dreux, avec donc le franc quartier d'hermine. Alors maintenant, comment va-t-on passer des armes de Dreux au franc quartier d'hermine aux armes d'hermine plein?
En fait, ça va se passer en 1316. À ce moment-là, le duc de Bretagne est Jean III, et il est en conflit avec sa belle-mère, Yolande de Dreux, elle-même issue d'une autre branche de la maison de Dreux, duquel lui-même descend. Et parce qu'il est en conflit avec elle, il va décider en 1316, donc, de supprimer l'aspect dreux de ses armoiries, et va transformer le Franc-Cartier en écusson plein. Donc en 1316, sont adoptées les célèbres armoiries bretonnes d'Hermine Plein. Alors maintenant, passons au drapeau breton. De nos jours, la Bretagne arbore essentiellement le guenadou et, de manière plus accessoire, le croazadou. D'un point de vue historique, le croazadou, c'est-à-dire la croix noire, est le premier drapeau breton connu. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une croix noire sur un champ blanc. Ici, comme nous avons déjà eu l'occasion d'en parler lors de la présentation sur les armoiries portugaises, on va de nouveau se référer à la troisième croisade, 1188. Rappelons-nous, au cours de cette croisade, chaque peuple d'Europe reçoit du pape le droit de se battre sous sa propre croix. Comme nous l'avons vu, les Portugais se battent sous la croix d'azur sur champ d'argent, bleu sur fond blanc. Les Français se battent sous la croix de gueules sur champ d'argent, rouge sur fond blanc. Les Anglais se battent sous la croix d'argent sur fond de gueules, blanche sur fond rouge. Les Napolitains se battent sous la croix d'or sur fond de gueules, jaune sur fond rouge. Bon nombre de cités du nord de l'Italie se battent elles aussi sous la croix de gueules sur fond blanc. Les Allemands se battent sous la croix de sable sur fond d'argent, c'est-à-dire noir sur fond blanc, donc de même que les Bretons. Du coup, on peut être certain que la croix noire sur fond blanc est un symbole breton depuis au moins 1188. Maintenant, il est aussi permis de penser que cette croix noire était également les armes du duché de Bretagne d'avant 1221, c'est-à-dire avant l'introduction des armes dreux au Franc-Cartier d'Hermine. C'est une hypothèse, on ne peut pas l'affirmer, mais enfin, elle relève du domaine du possible. Donc les drapeaux bretons à l'époque, nous avons simultanément le drapeau national breton, la croix noire sur fond blanc, et la bannière ducale, aux armes de Dreux, puis après 1316, d'Hermine Plein. Les deux drapeaux coexistent, l'un est le drapeau du pays, l'autre est le drapeau du souverain. La situation reste en l'état, jusqu'au rattachement du duché de Bretagne au royaume de France, en 1532. À ce moment-là, le drapeau national breton, donc la croix de sable, va perdre son importance, au profit d'un drapeau, d'Hermine Plein, qui va devenir le symbole du duché de Bretagne. Alors pour autant, sous l'Ancien Régime, la croix noire ne va pas totalement disparaître, et va notamment être utilisée sur le drapeau de l'Amirauté de Bretagne, lequel, profitant de l'identité des couleurs, va fusionner la croix noire sur un champ d'hermine. Ce drapeau va être en usage courant dans tous les ports de Bretagne, ainsi que sur les navires bretons. Sur le plan technique, une variante à croix resarcelée, c'est-à-dire une croix avec un filet en bordure, également de sable, va être aussi utilisée par l'Amirauté de Bretagne en alternative à la croix noire, mais sur le fond, c'est toujours le même drapeau. Après l'Ancien Régime, la Bretagne réadopte le drapeau d'Hermine Plein comme symbole régional, et ceci jusqu'au début du XXe siècle, où en 1923 sera créé un nouveau drapeau, le Guenadou, donc à 9 bandes horizontales noires et blanches, et à un Franc-Cartier d'hermine. Ce drapeau est dessiné par Morvan Marchal. Cette création s'inscrit dans un contexte politique assez particulier que je vais maintenant tenter de résumer. Jusqu'au début du XXe siècle, le mouvement nationaliste et autonomiste breton se recrutait essentiellement dans les milieux traditionalistes, catholiques et légitimistes. Mais au début du XXe siècle, et plus encore avec la Première Guerre mondiale, ce mouvement traditionnel va se trouver supplanté par une nouvelle branche, républicaine,
ouvertement anticlérical, largement issu des mouvements étudiants rennais et plus encore de la diaspora bretonne parisienne. Donc après la Première Guerre mondiale, Morvan Marchal, qui est un étudiant rennais en architecture, qui au départ vient des milieux maurassiens, passe progressivement vers la gauche anticléricale et les milieux francs-maçons, et devient l'un des animateurs du journal et du mouvement breton Breizh Atao, Bretagne toujours. Cette évolution idéologique va progressivement le pousser à rejeter le drapeau d'Hermine Plein, trop connoté traditionnaliste et légitimiste, ainsi que le croasdou, la croix noire, trop connoté catholique. Il se propose de dessiner un nouveau drapeau, le Gouanadou, c'est-à-dire le blanc et noir. Ce nouveau drapeau est constitué de 9 bandes horizontales, noires et blanches, et d'un franc-quartier d'Hermine. Les 5 bandes noires sont censées représenter les pays gallo, c'est-à-dire le rennais, le nantais, le dolois, le malouin et le penthièvre, tandis que les 4 bandes blanches sont censées représenter les pays bretonnants, c'est-à-dire le Léon, le Trégor, la Cornouaille et le Vantais. Alors un point technique, comme ça a très bien été démontré notamment par Philippe Jouet, ce découpage entre pays gallo et pays bretonnants est en fait artificiel et absolument pas historique. Et en pratique, il est préférable de considérer 9 bandes comme simplement représentatives de 9 pays, sans autre référence linguistique. Les 9 bandes sont complétées par le franc-quartier d'Hermine, qui est un rappel bien sûr des armoiries historiques. Alors les sources d'inspiration de ce drapeau, qui donc, rappelons-le, tout de même très moderne puisqu'il date de 1923. On peut évidemment y voir une référence au drapeau américain, le Stars and Stripes, dans lequel les 13 colonies d'origine sont représentées par les 13 bandes horizontales rouges et blanches, et les 50 États par les étoiles blanches dans le franc-quartier bleu. On peut y voir aussi une référence au drapeau grec, dans lequel les 9 bandes horizontales sont censées symboliser les 9 syllabes de l'expression Eleutheria et Thanatos, la liberté ou la mort. Cette influence notamment américaine est officieuse et n'a jamais été reconnue par Morvan Marchal, ne serait-ce que parce qu'il était peu compatible avec la gauche laïque à laquelle il appartenait. Du coup, officiellement, une seconde source d'inspiration a été mise en avant, à savoir les armoiries de la ville de Rennes. Alors, les armoiries de la ville de Rennes sont un palais d'argent et de sable, au chef d'argent, chargé de 5 mouchetures d'hermine de sable. Cette explication officielle a toutefois été mise en avant que très postérieurement à la création du Gouanadou, et si on peut effectivement reconnaître la parenté graphique entre les deux, on peut cependant émettre quelques doutes sur le fait que la ville de Rennes incarnerait pratiquement à elle seule la Bretagne. Donc nous avons jusqu'à présent une explication officieuse non reconnue par son créateur, une explication officielle apportée très a posteriori. Il nous faut maintenant présenter ce que je vais appeler l'explication cachée, ou les petites coquetteries de Morvan Marchal. Cette explication cachée se trouve dans les armoiries de la famille irlandaise Marchal, donc éponyme de Morvan Marchal. Cette famille porte comme armoirie un facet d'argent et de sable au franc-quartier d'Hermine. Et alors là, si l'on place les armoiries Marchal à côté du Gouanadou, si la parenté entre les armoiries rennaises et le Gouanadou pouvait se comprendre, entre les armoiries Marchal et le Gouanadou, elle devient évidente. Du coup, il est assez amusant de retrouver la petite histoire de ce drapeau breton, dessiné en 1923, et aujourd'hui largement adopté. Voilà, nous avons donc les armoiries bretonnes, leur histoire et leur légende, et les drapeaux bretons, la croix noire historique et le Gouanadou moderne, avec pour chacun leur part d'histoire et leur part de légende. C'est ainsi que se termine cette deuxième présentation héraldique illustrée, qui je l'espère vous aura plu, et je vous donne dès à présent rendez-vous pour une prochaine fois.